bien, bonjour, bienvenue, toujours avec le grand maître Jean-Luc Chabanon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Stéphane. Pour ce championnat du monde, Eh deuxième partie, dernière partie. Dernière partie, donc l'ultime partie de ce match. Enfin, l'ultime. Alors, qui mène au score? Parce que alors, c'est 5,5 chacun, c'est quoi? Alors, c'est 5,5 chacun, donc selon le règlement de la FIDE. Et sinon, il y a toujours cette histoire sur la cinquième partie manquante. Donc, bon, est-ce qu'on retiendra de ce championnat du monde le championnat du monde des toilettes, je sais pas, le championnat du monde de la suspicion, le championnat le championnat du monde de la polémique, on va dire, le championnat du monde des managers aussi, puisque c'est quand même le premier championnat du monde où les joueurs s'expriment par personne interposée. C'est quand même une grande première, on n'avait jamais vu ça auparavant. On considère maintenant que la partie la partie de polémique, le joueur ne doit pas intervenir dans ce côté-là. On n'avait jamais vu ça puisque Kasparov, Karpov et Fischer, quand ils avaient leur mot à dire, ils ne se gênaient pas. Tout à fait, mais alors, est-ce que ça ne ressemble pas, ce genre d'affrontement avec manager, etc., à ce qui se passe dans les matchs de boxe, justement? Oui, c'est un petit peu ce qui se passe dans les matchs de boxe et puis ce qui se passe peut-être dans le milieu fermé donc des grandes disciplines sportives comme le football où il y a des transferts et il y a des managers qui sont peut-être des hommes de l'ombre mais qui interviennent beaucoup dans la carrière de leurs sportifs, quoi. Alors, par rapport à la boxe, d'ailleurs, tu avais un site internet que tu as toujours, Chabanovski, je crois, oui. où tu avais parlé du chessboxing, je crois, une nouvelle discipline qui est associée boxe et jeu d'échecs. Donc le chessboxing, donc ça c'est une nouvelle discipline. Je voulais en parler un petit peu puisque voilà, un truc de fou. Le chessboxing fait partie de l'actualité. Donc le chessboxing c'est une nouvelle discipline qui a été inventée par un artiste assez assez fantasque, un artiste hollandais qui habite à Berlin et qui a inventé donc cette discipline où on mélange échecs et boxe. Donc le chessboxing, une discipline qui est inspirée de la bande dessinée de Bilal. Voilà, donc Bilal. C'est Bilal qui a mis ça, qui avait inventé un peu ce concept? Voilà, Bilal qui avait écrit une bande dessinée dans les années 80, Froid Équateur, donc dans la trilogie Nicopole. Où il y avait donc des... Bilal, c'est ce dessinateur qui nous fait des pyramides qui volent dans le ciel avec des dieux égyptiens dedans qui descendent sur Terre. Exactement, Bilal qui aussi est devenu aussi un réalisateur de films. Et actuellement, il est en train de tourner un film en Asie, je ne sais plus où exactement. Donc voilà, et puis le chessboxing, donc qui sera bientôt à l'affiche en France. Donc Ah bon, il y a un match de prévu. Il y a un match de démonstration prévu, donc ça c'est un gros scoop. C'est où ça? Tout le monde veut y aller là, c'est où? C'est quand? Tout le monde veut y aller. Donc ça sera juste un match de démonstration, c'est pas un match de compétition officielle, mais pour présenter le chessboxing en France. Donc ce match aura lieu donc pendant le festival de la bande de la science-fiction à Nantes. Donc, qui a lieu bientôt. Donc, il y aura du chessboxing. Donc, c'est un round de boxe et un blitz d'échecs, c'est ça? Exactement. Donc, on commence plutôt par les échecs. On fait 4 minutes d'échecs, ensuite 2 minutes de boxe, etc. jusqu'au 11e round. On a gagné si on mate l'adversaire ou s'il est KO. Et si on mate pas, si on fait match nul sur l'échiquier et s'il n'est pas KO. C'est-à-dire que c'est la même partie qu'on joue tout au long du match. Exactement. Donc les échecs comptent autant que. Alors soit mat, soit KO. Exactement. Ah, c'est génial. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui se passe actuellement donc à Elista. Donc je crois que c'est soit mat. Et s'il y a ni mat ni KO, c'est au point, ça se décide au point. C'est au point. C'est l'arbitre de la boxe qui décide donc le vainqueur. Ah, c'est la boxe qui va décider donc. Oui, puisqu'aux échecs, s'il y a match nul, il y a match nul. Voilà, d'accord. Donc on compte pas aux échecs, oui. Non, pas du tout. Pas à l'avantage ou quoi que ce soit. Et j'ai assisté donc il y a un an à un championnat d'Europe de chessboxing gagné par un Bulgare. Donc les Bulgares qui sont très présents aux échecs et au chessboxing. Donc alors super discipline. Alors peut-être qu'après ce match, Kramnik et Topalov vont se faire un match de chessboxing pour se départager, ça serait pas mal. J'imagine que... Je crois qu'ils ont envie de frapper, enfin surtout Kramnik, je pense. J'imagine que les joueurs quand même là sont assez tendus. Ils sont assez tendus. Alors, 12e et dernière partie du match, Kramnik à les Blancs, donc dernière partie avec les Blancs pour Kramnik. S'il l'emporte, eh bien c'est tout de suite, il est champion du monde, il y aura pas de discussion possible. Et en cas de match nul, eh bien, il a accepté de toute façon de jouer jusqu'au tie-break, sous protestation par rapport à la 5e partie. Donc Kramnik doit la gagner pour devenir champion du monde incontestable et en cas de nul, il y aura tie-break, malgré le fait évidemment qu'il a perdu une partie par forfait, mais bon, c'est la règle.
qu'il a accepté de jouer sous protestation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord en fait. C'est un peu ça. Kramnik Se protège. Oui, et puis il garde une carte supplémentaire. Il garde une carte dans sa poche de plus. On va tout de suite faire la dernière partie. On va aller voir qui a été superbe. Je crois qu'elle est super, elle est positionnelle cette partie. C'est pas une partie à sacrifice. Oui, donc là c'est le grand jeu positionnel encore une fois. Et puis. Mais on va voir que elle est pure. C'est une partie qui est pure. Je pense qu'il n'y a aucune faute dans cette partie. Je crois qu'on n'a pas noté. À aucun moment on a noté de faute dans cette partie. On va dire quand même qu'il y a eu des imprécisions de la part des Noirs quelque part, mais aussi après les Blancs ont rattrapé. Oui, mais toujours sur le fil, quoi. Oui, jamais. Non, c'est clair. On a l'impression que quand même cette partie a suivi un chemin presque parfait, quoi. C'est clair. Mais les Noirs étaient quand même sous pression. Hein. C'est clair que les Noirs ont dû trouver des ressources. Voyons ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Alors, classique dans ce championnat du monde, une slave, après D4, D5, C4, C6, on est toujours dans une slave, cavalier F3, cavalier F6, et là E3, voilà, donc le classique, maintenant avec couleur inversée. Avec couleur inversée. Alors, dans les matchs de championnat du monde, en général, c'est un petit peu différent. Ça s'est passé un petit peu différemment souvent, puisque quand Kasparov, à l'époque où Kasparov donc, était la star, il y avait l'Est indienne, et Karpov, lui, ne jouait pas l'Est indienne. Là, l'Est indienne, on va le rappeler, c'est le développement avec G6 et Fou G7. Voilà, et là, on a deux joueurs qui jouent exactement les mêmes ouvertures. Donc, c'est un duel de spécialistes. C'est vraiment... Ouais, c'est miroir contre miroir. Voilà, c'est miroir contre miroir. C'est je comprends mieux la position que toi. Non, c'est moi. Enfin, c'est un petit peu ça. Donc ils se chamaillent sur la compréhension de la position. Voilà, ils se rendent l'appareil de partie en partie, puisque là, je crois que ça fait trois parties ont débuté par les 7 premiers coups de cette partie. 3 parties dans les 4 dernières. Alors on va voir la suite. Fou F5, cavalier C3. E6, c'est la même qu'a joué Topalov face à Kramnik à la partie d'avant. Donc c'est tout à fait incroyable que les joueurs choisissent exactement la même ouverture. Cavalier H4, toujours classique, on veut échanger ce fou. Voilà, on en avait déjà parlé. Fou G6, cavalier prend. Donc on ne va pas revenir sur les commentaires qu'on a pu faire dans les parties précédentes, qu'on vous invite à voir. H prend G6, G3, et maintenant... Alors G3 déjà c'est un petit changement évidemment, puisque là Topalov avait joué soit A3, soit tour B1. Voilà. Donc là, c'est le coup, on dirait, hyper classique. Le coup classique, le coup que j'ai annoncé dans les parties précédentes. Ce qu'on appelle la théorie, quoi. La théorie. Voilà. La théorie. La nouveauté, pour l'instant, n'est pas au rendez-vous. Voilà. Donc alors, G3. G3. Cavalier BD7. Fou D2. Voilà, donc fou D2. Encore une fois, les joueurs évitent donc, ce qui a été le coup principal ces derniers temps, c'est-à-dire fou G2. Ils veulent avec une perte du pion C4. Voilà, ils préfèrent attendre un petit peu la décision des Noirs avant de développer le fou. C'est le style de Kramnik d'essayer de ne pas donner à Topalov des positions asymétriques où il peut exprimer son talent d'attaquant, mais plutôt d'avoir des positions où Kramnik a un léger avantage. C'est son style, ça, un léger avantage durable. Oui, et puis en plus, là, il n'a pas envie de répéter. Il ne veut pas répéter, bien sûr. Il ne veut pas répéter ce qui a été joué dans le match, d'autant plus que dans la dernière partie, donc dans la 11e, il a quand même montré avec les Noirs une bonne façon pour défendre. Tout à fait. Donc il teste Topalov sur un autre terrain. Alors fou B4. Voilà, donc fou B4. On veut peut-être échanger ce cavalier pour mieux contrôler les cases centrales. Exactement. Donc Topalov qui décide Dame B3, logique. Décide de donner la paire de fou. Donc là, tout de suite, évidemment, ça attaque le fou et par transparence, le pion B7. Sachant qu'après, derrière aussi, le pion C6 serait en prise. Donc les Noirs n'ont pas trop le choix en fait. Ils ne peuvent même pas protéger le fou par A5. Peut-être un coup comme Dame B6 peut-être. Dame B6, oui peut-être. Mais bon, sur Dame B6, peut-être qu'elle y perdrait des temps. Il y aurait un coup comme C5 peut-être ou cavalier. Dame B6, voilà, il perdrait du temps sur la variante C5. La même variante qu'a utilisé Topalov tout à l'heure. Oui, non, je pense que... Dans la 11e, enfin dans la... Oui, dans la... Non, dans la... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans la 11e, effectivement. Voilà, pas tout à l'heure, mais dans la 11e. Alors, Dame B3, fou prend C3. Et là, donc Kramnik reprend du fou, évidemment.
puisqu'en reprenant du pion, il aurait bloqué son fou, il l'aurait un peu Voilà, donc asphyxié. Kramnik qui a cette fois la paire de fous, mais contre 2 cavaliers. Nous, on avait vu pour l'instant des matchs paire de fous contre fou et cavalier. Maintenant, c'est paire de fous contre 2 cavaliers. Ouais, sachant que les 2 cavaliers s'en sortent bien quand il y a encore pas mal de pions et que la position est complexe, ce qui est le cas. Voilà, la position est Tous les fermée pions au sont centre. là. Voilà, la position est fermée. Là, ils s'en sortent puisqu'ils peuvent sauter facilement sur des cases un peu esselées. Ça devient plus compliqué pour eux, évidemment, si la position devient très ouverte. Cavalier E4, donc là, logique. Si on a échangé ce cavalier ici en C3, c'était justement pour pouvoir sauter sur cette case E4. Donc cavalier E4 qui est un coup important aussi, puisque... On vient au centre, je crois. Voilà, un beau coup de cavalier au centre, c'est important. Beaucoup de cavaliers au centre. Et un coup Et à important... noter que le pion B7 est en prise. Alors le pion B7 est en prise, et donc là j'ai analysé un petit peu cette position. Alors voyons qu'est-ce qui se passe. Et Dame ça donne donc lieu à une variante assez intéressante. Donc voilà, attends, juste une petite, voilà. Donc elle est directement sur le coup dame prend B7, voilà, donc après cavalier Dame E4. prend B7. Voilà, donc dame prend B7. Là les noirs jouent tour B8 pour attaquer la dame. Donc on attaque la dame, donc là on a le choix soit de prendre le pion A7, soit le pion C6, soit de revenir en A6. Voilà, donc on a plusieurs possibilités. Si on... Ce qui est logique, c'est de prendre en C6. Ouais, ce qui est logique, c'est de prendre le pion. Le pion le plus proche du centre. Voilà, et là, les noirs ont du contre-jeu de différentes manières. Ils peuvent jouer soit dame F6 dans cette position, donc dame F6 qui est intéressant pour attaquer le pion F2. Le pion F doit avancer, puisqu'on menace quand même dame prend F2, suivi échec, le roi serait déroqué. Il faudrait jouer F4. Oui, il faudrait jouer F4, et là on pourrait peut-être jouer cavalier prend G3, donc qui sera intéressant. Cavalier prend G3. Voilà, donc cavalier prend G3. Énorme, puisque la tour ici empêche le pion de bouger à cause de la tour blanche. Voilà, donc ça c'est peut-être une possibilité, mais il y a aussi un autre coup qui est possible, un autre coup que dame F6, si on revient en arrière, un très joli coup, c'est le coup tour prend B2. Tout simplement, tour prend B2. Alors tour prend B2. Très surprenant. Ah oui, un tour prend B2 qui est un coup magnifique, puisque là si on prend la tour avec le fou en C3, maintenant il y a dame A5 échec. Ah voilà. Dame A5 échec qui Dame attaque A5 le roi. Échec. Voilà. Alors le roi, donc, le roi E1 donc, qui est attaqué par la dame en A5. On voit qu'on ne peut pas mettre 2 pièces. Si on met le fou, ça ne change rien puisqu'il y aurait dame prend fou. En fait. Exactement. On perdrait un fou pour rien. Le roi s'il vient sur la case D1, il y a dame D2, échec et mat. Il y aurait mat tout de suite. Et la partie est finie. Puisque le cavalier protège la dame. Et voilà, tout simplement, c'est le fameux baiser de la mort, Jean-Luc. Exactement, le fameux baiser de la mort qu'on enseigne aux enfants et aux débutants. Donc un mat la dame élémentaire. embrasse le roi ennemi et c'est le baiser de la mort. Et sinon, il y a mat aussi. Sinon, on joue roi E2, voilà. Donc il y a un baiser de la mort plus compliqué. Un peu plus long. On joue dame D2, roi F3. Échec, donc là le seul coup, on le voit, c'est de fuir en F3. Il n'y a pas d'autre coup. Voilà, la dame qui vient prendre le pion sur F2. Et maintenant, on peut prendre F2 encore puisque le cavalier protège. On voit que le roi, ça y est, il est aux fraises. D'autant plus que la tour ici l'empêche de toute façon de venir sur ces cases-là. Donc il n'a plus qu'une seule case, le pauvre roi. Et là, il y a 3 mates possibles. Et là, il y a plein de mates possibles puisque le roi, tout simplement, il n'a pas de case. Bon. C'est-à-dire que là, c'est pris par le cavalier. Là, ici, tout ça est pris par la dame. Et tout ceci, ici, est pris par la tour. Donc il suffit de faire un échec et c'est mat. Voilà, donc on peut faire, facile. On peut faire donc dame F5 ou F5. Donc dame F5, c'est le plus simple. On va faire le vrai baiser de la mort. Donc, on peut faire dame F5, échec et mat. On peut faire aussi cavalier. Ah non, on peut pas. Cavalier F6, on peut pas le faire. Il est cloué, pardon. Et on peut faire F5. Voilà, donc ça fait 2 mates. Ça fait 2 mates possibles. Et sinon, on peut aussi faire traîner. On peut faire un cavalier F6 échec encore. on peut toujours faire traîner dans cette position. Roi G5 et tour H5 mat. On a le choix. Ça, c'est un choix artistique. Exactement. Il y a des joueurs qui préfèrent. Moi, j'aime bien les mates qui mettent en jeu le maximum de pièces. Je trouve ça plus joli. Là, donc c'est vrai que ça met en jeu le cavalier et la tour. Moi, j'aime bien les mates avec des petites pièces aussi. C'est vrai qu'un mat avec un pion, c'est quand même assez joli aussi. Très jolie variante analysée ici. Donc cavalier E4. Donc dame prend B7, probablement très risqué. Donc on a vu que c'était très risqué. Donc Kramnik rentre pas là-dedans. On vient de voir les possibilités. Donc tout simplement, fou G2. Fou G2. Voilà, tout simplement, on évite de rentrer dans les variantes que Topalov avait sans doute analysées jusqu'au bout. Et Kramnik aussi sans doute d'ailleurs. Ça serait très étonnant que Kramnik ne connaisse pas cette possibilité. Kramnik qui rend le fou, donc qui décide de rendre le fou immédiatement dans cette position. Et décide de rendre ce fou C3. Voilà, donc là cette fois il faut le prendre quand même, il ne faut pas laisser la paire de fous jouer. Donc cavalier prend C3, cavalier prend C3. On prend le fou pour éviter peut-être fou B4, suivi de F3 qui aurait chassé le cavalier. Exactement. Donc cavalier prend C3, dame prend C3, on reprend de la dame, et on va voir qu'après
F5, et bien là déjà tout de suite, Kramnik a un choix à faire qui n'est pas évident. Oui, alors donc F5 qui pose une structure de pion, donc c'est important de regarder la structure de pion des noirs, puisqu'elle porte un nom. Donc lorsqu'on a, je vais juste noircir... C'est un mur de pierre. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc le stone wall. Donc on utilise ce mot anglais qui veut dire mur de pierre. Donc lorsqu'on a cette structure de pion au centre, qui contrôle très très bien une couleur, qui contrôle très bien les cases blanches, on a ce qu'on appelle un stone wall. Voilà, donc, et Topalov joue ce stone wall dans cette position parce qu'il a peur qu'à n'importe quel moment, Kramnik pousse le pion E3 en E4. Il ne veut pas que Kramnik ouvre... Il a peur de ça. Voilà, il a peur de E4. Tant que le pion est en F7, Kramnik peut ouvrir la position pour son fou, qui alors serait supérieur au cavalier. Voilà, donc dans cette position, il fait un Donc il le bloque. Il fait un mur de pierre finalement face au fou G2. Donc on peut dire que Kramnik oblige Topalov à jouer positionnel en fait. Il l'oblige à jouer positionnel, il l'oblige encore à ne pas se développer pour contrôler le centre. Oui. Donc un petit coup de développement qui va être utile puisque par la suite, Kramnik va quand même avoir une certaine initiative. Alors là, il y avait un choix pour Kramnik, c'était de jouer grand roc ou petit roc, ou Voilà. d'attendre. Parce que le problème c'est que la tour ici, quand même tape un peu sur le pion H2. Bon, ça peut être un thème d'attaque. Ça peut être un thème d'attaque. Grand roc avait l'air tout à fait jouable. Grand roc avait l'air tout à fait jouable, mais il faut voir une chose, c'est que dans cette position, Kramnik doit faire un plan sur le long terme. Et en faisant grand roc, son plan sur le long terme, son action au centre, elle n'est pas vraiment définie. En faisant petit roc, son action stratégique est beaucoup plus définie. Donc s'il avait fait grand roc, sans doute que Kramnik aurait dû jouer pour une rupture au centre, ici en E4. Donc jouer F3 et E4. Ouais, ce qui était plutôt maladroit, puisqu'il y avait un fou en G2, donc mettre le fou derrière tous les pions, c'est plutôt maladroit. Ouais, il aurait été mal positionné ce fou. Voilà, donc alors qu'en faisant petit roc, c'est ce qu'a fait Kramnik. Voilà, petit en roc. faisant le coup de Kramnik, on se rend compte que finalement l'attaque sur H, pour l'instant, elle est loin d'être évidente. Alors ça fait peur quand même, parce qu'on pourrait se dire tout simplement Dame G5, Dame H6 et mat. Et mat. Oui, mais les blancs ont largement le temps de se défendre. Imaginons Dame G5. Donc il n'a pas été joué. Dans ces cas-là, la stratégie des blancs est simple. La stratégie des blancs est tout simplement d'attaquer de l'autre côté. Donc, soit de pousser B4, soit d'échanger déjà en D5, de jouer l'aile dame. S4, et en cas, imaginons B4 par exemple. Si la dame vient sur H6, menace mat. Bon, là, on peut tout simplement pousser le pion d'une case. Voilà, on joue simplement H3. Et en cas de si G5, G4, on peut jouer encore H4. On a le temps et on va quand même ouvrir au centre et à l'aile dame. Et aussi, on va enlever sa tour et mettre le roi sur la case F1. Exactement. Donc pour éviter pour dame H2 mat. Voilà. Donc on mettra le roi tranquillement à l'abri, le fou empêchant des manœuvres compliquées. Exactement. Donc après le coup petit roc, on va revenir donc après le coup petit roc pour les blancs. Donc petit roc. Donc l'idée des blancs maintenant, c'est important, c'est de faire ce que l'on appelle donc l'attaque à l'aile dame, donc l'attaque qui pourrait être une attaque de minorité, la fameuse attaque de minorité. Mais pour l'instant, on ne va pas parler d'attaque de minorité puisque on va voir ce qui se passe. La minorité n'existe pas pour l'instant. Pas encore. Mais l'idée principale, c'est de jouer B4, B5. C'est de jouer B4, B5. Et d'ouvrir l'aile dame. Et d'ouvrir et d'essayer de casser cette structure de pion et de jouer contre cette structure en cédant du fou. Voilà, donc en cédant du fou, donc combiner l'action des pions C4 et éventuellement B5 par l'action du fou G2. Alors on va voir. Et ouvrir les lignes. On va voir ce que jouait Topalov. Donc déjà, il a joué Dame E7. Il a bien vu que son attaque Dame G5 et Dame H6 était simplement contrée et il aurait ensuite eu deux pièces un peu hors jeu. Voilà, il préfère garder un coup un peu plus stable au centre. Et après, maintenant, Kramnik joue très simple. C'est là qu'on voit que des fois, les coups les plus simples, alors là, sont les plus forts. Exactement. Donc Kramnik qui crée sa propre minorité. Il se crée sa minorité, on va le voir tout de suite. Après, C prend D5. Eh bien, il faut reprendre du pion E parce que si on reprend du pion C, évidemment, on donne tout simplement la colonne ouverte. Voilà, on va simplement doubler les pièces sur cette colonne. On va envahir le camp noir par C7. On peut même mettre la tour F, je pense que c'est... On peut même mettre l'autre tour, ouais, effectivement. Alors ça, c'est le fameux choix des tours. Le choix des tours, là, ça permettra au fou de sortir plus vite. Donc il faut prendre du pion E. Et maintenant, voilà, on a ce qu'on appelle une minorité. Pourquoi une minorité? Parce qu'ici, vous voyez, on a 3 pions. 4. Même 4 avec celui-ci. Contre 3. Et on a 1, 2, 3 ici. Voilà. Alors, ce qui est intéressant d'expliquer, c'est pourquoi on appelle ça une attaque de minorité. Quel est l'intérêt d'attaquer avec 3 pièces contre 4? Ça, c'est quand même une grande question. Et c'est donc... Alors, quelle est la réponse? Donc, la réponse est simple. C'est que dans cette position,
quand on joue, imaginons qu'on pousse le pion ici Oui. et qu'on le pousse là. Oui. Après, qu'on le pousse sur la case B5. Donc Oui. ce pion avance ici et là. Oui. Dans cette position, donc on risque d'attaquer le pion C6. On attaque le pion C6 Voilà. qui va du coup se Voilà. trouver un peu instable. On menacera tout simplement donc d'échanger ses pions, celui-ci donc contre le pion B7. Oui. Et après, le pion C6 va se retrouver tout seul arriéré sans défenseur. Voilà, exactement. Donc Voilà, ça va donc- être une cible. Ça va être une cible, ça sera le seul pion en plus, mais un pion qui ne peut pas avancer puisqu'il sera bien bloqué et qui va être constamment attaqué. Une fois que le pion arrive en B5, il y a un autre cas de figure, c'est que ce pion prenne en B5. Dans ces cas-là, il y aurait une pièce qui reprendra en B5 et qui attaquerait à la fois ce pion sur B7 et le pion sur D5. Et on aura ouvert la colonne C Et on aurait ouvert la colonne C. et affaibli effectivement ce fameux pion ici D5. On l'aura affaibli. C'est clair. Tout Donc à fait. là, Voilà l'idée de l'attaque de minorité. C'est classique contre une structure de ce type-là. Voilà. Eh bien, on peut, avec deux pions ici, il faut d'ailleurs, hein, très souvent, c'est le plan. Il faut attaquer avec. On a moins de pions que les autres, mais on attaque une structure figée par une structure dynamique. Exactement, donc je ne sais pas exactement depuis quand cette attaque de minorité existe, mais on peut dire que dans les années 50, les meilleurs joueurs du monde, donc Spassky, Tal et tout ça, Développer la théorie sur cette. voilà, sur cette attaque. Petrosian, tout ça, donc on jouait beaucoup d'attaques de minorité et ont quand même montré que c'était quelque chose d'extrêmement dangereux, même avec peu de pièces comme dans cette position. Alors on va voir tout de suite Kramnik. Il ne perd pas de temps. C'est là qu'on voit que c'est très très clair le jeu de Kramnik. Kramnik est limpide dans cette partie. Vous voyez une structure de pion super solide, super saine. Ici, petit affaiblissement du côté noir. Et les noirs vont prendre ici, sur ces 4 pions, une attaque de l'autre côté par ces pions-là. Il va falloir que Topalov joue extrêmement précis. Alors B4, et voilà tout de suite, eh bien, Kramnik peut menacer B5 au prochain coup, même en sacrifiant le pion. Topalov joue cavalier F6, logique. Il veut maintenant venir sur la case E4 Il veut venir sur la case E4. pour boucher ce fou. Exactement. Parce que ce fou est d'autant plus puissant, évidemment, qu'il tape sur D5. Puisque quand on joue B5, tout de suite, eh bien, le pion B5 n'est pas en prise parce qu'il y aurait fou prend pion D5 avec avantage. Puisqu'on aura un pion central passé, ce qui est énorme comme avantage. Donc, tour FC1 de Kramnik qui prend son temps, tout de suite Kramnik. Qui Puisque place ses pièces avant de jouer B5. évidemment, s'il joue B5 tout de suite, on peut prendre en B5. Puisque maintenant, le cavalier F6 protège D5, même si c'est un peu faible. Oui, on le sait un peu fait, mais C'est jouable. Et surtout qu'on va jouer A6 et on va défendre ce pion. Et quoi. après, on va jouer à 6. Voilà, c'est quand même jouable, donc ça, c'est pas facile. Donc, Kramnik prend son temps. Il joue d'abord tour FC1. Cavalier E4, donc logique. Maintenant, Topalov joue parfaitement la défense. Il bloque l'action de ce fou qui était quand même extrêmement bien conjuguée avec une attaque de minorité, puisqu'il attaque les cases blanches. Et là, en jouant cavalier E4, eh bien, il bouche l'avenir de ce fou. Voilà, donc Et ça, c'est essentiel. cavalier 4 qui est quand même un coup, on va dire, Essentiel et fort. un coup important, oui, et puis un coup qui est assez tentant pour une raison un petit peu géométrique. C'est qu'on remarque quelque chose qui n'a pas vraiment de rapport avec, on pourrait dire, par superstition, quoi. Il y a quand même un côté... Topalov a dit d'ailleurs qu'il n'était pas superstitieux, mais en jouant cavalier E4, il y a un aspect superstition dans ce coup, c'est qu'on a un V. On a un V dans cette position, si on regarde bien, donc on a là dans cette position un V qui est très curieux, donc qui est assez rare, avec ses pièces. Oui, c'est vrai, comme Donc- un joli V ou un joli triangle. Voilà, donc on a un joli V, et donc Topalov, dans cette dernière ronde, fait le fameux V de la victoire. Alors, est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe? Ah ben, on va voir, c'est la dernière partie du Là, match. on C'est peut sûr rien dire que- pour l'instant, mais C'est sûr que là, ça peut être effectivement, ça peut être un signe. ça peut être un signe. Est-ce que le Bulgare va réussir à nous refaire le coup de gagner cette partie En tout avec cas, les Noirs? Le Bulgare a bien précisé qu'il n'était pas superstitieux. Hein. Il n'est pas superstitieux. Dame B2, donc logique de Kramnik, donc il enlève la dame évidemment qui est attaquée par le cavalier. Sur la case B2, puisqu'il garde un œil peut-être sur la case F2, qui est quand même attaquée par le cavalier. Ce qui, en conjugué avec la tour H8 qui attaque H2, pourrait donner des idées aux Noirs. Donc sans doute la dame B2, c'est un coup aussi un peu défensif en même temps. Dame B2 qui prépare surtout B5. Quoi. Et qui prépare B5 en même temps. Mais il aurait pu aussi jouer Dame B3, voilà, qui était un autre coup. Dame B3, ou voire même, pourquoi pas, Dame D3, qui aussi prépare aussi B5. Dame B2 est en même temps un tout petit peu défensif, sans doute, sur la case F2. Donc on ne sait jamais. Oui, et puis il y a quand même une chose importante quand on joue Dame B2 par rapport à Dame D3, c'est que souvent, quand on a joué A4 et B5, ou quand on a ouvert ici,
on est quand même content d'avoir les pièces lourdes sur les colonnes A, B et C. A, B, C, ouais, on Donc, a tout pour entrer dans le camp ennemi. Exactement. Par tous les chemins. Donc c'est pour ces raisons qu'il a placé la dame sur B2, je pense. Alors, petit roc de Topalov maintenant, donc ça y est. Donc c'est classique, on le voit dans ces positions hein, où le fou G6 a été changé. Malgré le fait qu'on ouvre la colonne H, dans aucune partie, on a vu les noirs réussir à tirer profit de cette colonne. Exactement. Donc, parce que ces pions-là, sans doute, empêchent les pièces de basculer facilement et de créer de vraies menaces, quoi. Alors, B5 maintenant, Kramnik, c'est l'heure, tout de suite. Alors je menace tout simplement, pion prend P6, pion prend P6 et tour prend pion. Alors évidemment, ça pose tout de suite un problème au noir sur cette case. Et pion prend B5 semble hors sujet, puisque tout simplement, dame prend B5 pose déjà des problèmes, puisque le pion est attaqué hein, tout de suite. Donc ce pion va être une faiblesse difficile à défendre. Donc, après B5, Topalov défend tout simplement avec sa tour. Pion prend C6, donc là il ne fait pas de détails Kramnik, hein. Il y va, quoi. C'est limpide, c'est direct. Là il est mieux dans cette position. Il est quand même un peu mieux Kramnik, il a l'avantage d'espace, on voit qu'il s'ouvre la colonne B, maintenant il ouvre cette colonne, donc après pion prend C6, Topalov choisit de ne pas échanger de tour, est-ce que c'est un bon calcul? Quand on est en défense, il vaut mieux éviter d'échanger les tours, puisque les finales de tour sont souvent nulles. Je pense que aussi Topalov dans cette position, sa tour F8, il aimerait bien, enfin il a envie d'avoir un peu d'activité, il a une colonne H ouverte. Alors il veut peut-être activer cette tour, peut-être voilà, jouer en F6 par exemple, jouer G5 et ensuite jouer la tour sur la cage H6 peut-être pour attaquer le pion F2. On va voir d'ailleurs que ça, effectivement, c'est un peu l'idée de Topalov. Donc il garde une tour ici défensive qui donc tient bien la case C6 et il veut faire jouer son autre tour. Sans compter que si Topalov avait pris de la tour en C6, donc après B prend C6 sur tour prend C6, tour prend C6, les blancs ne sont pas obligés d'échanger les tours. Ils peuvent aussi jouer un coup comme dame B5 ou dame B3. Dame B3 pour attaquer le pion D5. Qui attaque tout de suite le pion B5, effectivement. Oui. Ça met l'accent sur la faiblesse D5 qui est essentielle parce que si ce pion saute, c'est toute la position nord qui saute. À noter qu'il y a aussi un clouage sur le roi. Donc c'est toujours embêtant. Effectivement. Donc pion prend C6, pion prend C6. Et dame 2 maintenant, Kramnik. Joli petit coup ici, dame 2. Dame 2, un coup de traverse. Un coup un peu long. Qui en fait a un œil sur la case A6. Voilà. Donc il a un œil sur cette case, puisqu'ici en A6, la dame sera très très bien placée, puisqu'elle attaquera à la fois A7 et C6, tout en contrôlant la case B7, qui peut être, en jouant par exemple tour B1, tour B7, une case de pénétration, d'où l'idée de ce coup. Oui, l'idée c'est de libérer la colonne B pour la tour. Donc, il veut effectivement mettre sa tour ici. Éventuellement, donc quand il joue dame 2, c'est tout simplement pour pouvoir défendre son pion A2 en même temps aussi, puisque si l'adversaire rentre sur la case avec la dame noire sur la case A3, il faut quand même garder une case de défense. Voilà, donc la case de 2, c'est un coup qui permet d'être un petit peu à l'aile dame et un peu à l'aile roi. G5 de Topalov, c'est l'heure. Donc là maintenant, Topalov se réveille, et d'ailleurs il ne faut pas qu'il attende passivement. En jouant G5, Topalov veut poser maintenant des problèmes sur le roi blanc, qui pour l'instant est tranquille. Alors surtout, quand on est attaqué en général comme ça sur le roi, il faut éviter de bouger soi-même les pions, parce que c'est donner des coups pour se faire battre. Oui, exactement. Oui. Donc G5, il veut sans doute immobiliser par G4 ici, complètement sur case blanche, immobiliser les blancs, ou alors, peut-être pourquoi pas aussi, jouer la rupture F4. Puisqu'il y a une tour derrière, on peut jouer le coup F5, F4. Alors après, tour à B1. J'ai quand même l'impression que Topalov pêche en nos troupes dans cette position. Il essaye quand même de s'activer, mais il est logique ce coup, on va le voir tout de suite. Bon, alors tout de suite, par contre, F4 n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on tout simplement, on prendrait du pion E, et on voit que le cavalier maintenant est cloué sur la dame. Ouais, c'est une gaffe directe. Donc après une reprise, tout simplement... On joue F3 et on gagne le cavalier. F3 et le cavalier est pris, puisque s'il bouge, évidemment, c'est la dame qui serait prise. Donc tour à B1. Et donc Topalov ne peut pas jouer ça, et donc joue dame D7. Dame D7. Donc un joli coup Topalov, un coup tranquille, encore un tout petit coup. Mais en fait, tout simplement, il enlève déjà le vis-à-vis des dames, et peut-être il peut menacer maintenant F4. Il a envie de jouer F4, oui. Il a peut-être envie de jouer F4. Enfin, ça sera toujours pas possible, puisque le cavalier... le cavalier sera en prise, bien sûr. Ouais. Puisque après F4, pion prend F4. Et le fou et la dame attaqueraient le cavalier en 4. Fou prend un cavalier ensuite, et on reprendrait de la dame. Donc,
Maintenant, Kramnik joue le coup tour C2. Alors là, un petit coup de tour. Alors l'idée de ce genre de coup, c'est bon, à la fois déjà, on fait une défense quand même traverse, mais aussi on peut doubler les tours. Par exemple sur la colonne C, ou alors même sur la colonne B, avec une pénétration en B7. Voilà le genre de possibilité qu'a Vladimir Kramnik. Donc un coup logique. Un coup logique, oui, il veut doubler les tours. On veut doubler les tours. Très important. Tour F6, donc ça y est, Topalov donne le plan qu'on donnait tout à l'heure. Il défend à la fois C6, donc coup défensif, et en même temps, il peut passer sa tour en H6, revenant sur la colonne H pour faire pression. Et cette fois, en étant aidé par deux pions qui peuvent servir de bélier par F4 ou éventuellement par G4 pour immobiliser les blancs. Tour BC1 de Kramnik qui augmente la pression maintenant sur C6, mais C6 est pour l'instant très bien défendu. 1, 2, 3, et on n'a que 2 attaquants, il faudrait 4 attaquants. Donc on est très loin du compte. Exactement, oui. Et là, Topalov joue G4. Voilà. Il empêche peut-être les blancs d'avoir des plans à base de F3 et E4. Donc ça y est, ce cavalier est indélogeable. Le cavalier est installé sur la case E4. Voilà. Donc, ça, c'est le bon côté des noirs. Ils ont un beau cavalier au centre. C'est-à-dire que là, on peut considérer que la structure de pion noir, même s'il y a cette petite faiblesse en C6, quand même contrôle parfaitement ce fou G2 qui est dans l'impossibilité de s'exprimer. Donc on peut dire que la défense de Topalov est archi-positionnelle. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, avec G4, on empêche définitivement une rupture, puisque cette rupture, tout simplement, elle sera échangée. Et on voit d'ailleurs que le pion G7 remplacera facilement son collègue après pour la suite. Tour B2, maintenant Kramnik, eh bien, bizarrement, maintenant, va choisir de revenir sur la colonne B. Donc on se demande pourquoi il n'a pas fait tout de suite, finalement. Si on revient un peu en arrière, pourquoi jouer tour C2 et pas tour B2 finalement? Si c'est pour revenir un peu sur la même colonne. Non, je pense que dans un premier temps, Kramnik avait l'intention de provoquer G4. Et maintenant de jouer tour B2. Et de revenir après sur la colonne, puisque une fois que le pion a avancé sur G4, il y a des bons côtés pour les noirs. Il n'y a plus la poussée F4. Il n'y a plus la poussée F4, ou alors il faudrait jouer G5, mais qui affaiblirait un peu le roi noir. Un peu beaucoup, oui. Donc donc dans cette position, il joue des coups d'attente, mais pas vraiment. C'est des pseudo-coups d'attente. Exactement. Tour H6. Donc ça y est, il y vient, Topalov, il continue de protéger sa case C6, et il commence à faire une petite pression sur H2, qui commence à pas être négligeable, parce qu'il y a quand même le cavalier qui contrôle F2, il y a quand même les pions ici qui sont sur le côté, donc ça commence à devenir quand même un tout petit peu menaçant pour le roc de Kramnik, mais évidemment la pénétration de Kramnik du côté dame peut largement compenser cette menace, parce que c'est le roi noir qui risque lui aussi d'être ensuite sous le feu des pièces blanches. Alors juste un petit point à préciser un coup plus tôt, donc un truc amusant, c'est que là dans cette position, au lieu de tour B2, donc après G4, il y a le coup tour B1 donc, qui pourrait être intéressant, qui a été proposé par pas mal de spécialistes. Donc il reviendrait. Voilà, de revenir après avoir provoqué le coup G4. Donc il n'y a pas beaucoup de différence, mais il se trouve qu'une vingtaine de coups plus tard, il y en a une. Ah, une vingtaine de coups, d'accord. Ouais. C'est assez compliqué, mais si on considère que la suite de la partie est assez logique, le coup tour B1 pourrait être meilleur que le coup tour B2, et on verra plus tard. On verra plus tard, on verra plus tard, on ne peut pas l'expliquer tout de suite, il y aurait trop de variantes. Alors en tout cas, en attendant, on est comme ça. En attendant, on est comme ça. On voit bien l'inversion des tours. Hein. Oui, on peut juste le remontrer une deuxième fois. Donc les tours qui feraient une inversion, donc tour B1, au lieu de la tour, donc la tour B1 qui devrait être sur C1 et la tour C2 qui devrait être sur la case B2. Voilà, on peut juste mettre des petites flèches pour les tours. Tac, tac. Et ça. Et on revient à la position de la partie. Avec tour B2. Voilà, on voit. Hop. Petit changement. Tour H6. Donc la logique de Topalov. Donc on voit qu'il combine, ça c'est des jolis coups ça, hein. On peut dire un joli coup d'échec Jean-Luc. On combine à la fois défense et attaque. Voilà. Donc ça c'est parfait, cette tour c'est sans doute la meilleure case pour cette tour finalement. Cette case H6. Pour l'instant c'est la case que la tour H6, que la tour noire doit rejoindre, alliée. Dame A6. Donc ça y est. Dame A6. Kramnik étant A6, fait pression un peu sur C6, bon c'est pas grave, c'est bien défendu. Un peu sur A7. Et surtout contre la case B7, donc il menace Kramnik de jouer tour B7.
Oui, et Tout puis- simplement. Attaquant la dame noire et pénétration. Ensuite, on prendrait le pion à 7 et là, c'est terminé. Voilà, et puis il n'a pas peur du coup C5 aussi, un petit coup qui pourrait être. Qui est quand même une menace directe, quand même. Le coup Ah, on va C5. le voir. En cas de C5, oui, il faut quand même analyser ce coup qui est vraiment un coup. C'est pas rien puisque la tour H6 attaque la dame. Voilà. Coulon. Donc très attention ce genre de coup puisque souvent les amateurs ne voient pas les coups de comme ça Ah oui, alors là c'est clair qu'un amateur peut tomber dans le piège et oublier la dame. Voilà, c'est ça, on peut oublier parce que c'est les coups longs. C'est les coups de traverse en plus. D'habitude, on voit facilement les colonnes, on a l'habitude, et on voit moins souvent les traverses. Ça arrive, surtout en blitz, hein, alors évidemment. C'est le genre de coup qu'on oublie facilement. Eh bien, alors dans ce cas-là, Alors sur C5, peut-être qu'un coup comme dame B7 par exemple, ou tour B7, on peut encore jouer tour B7 on peut jouer tour B7, c'est un peu compliqué quand même, tour B7, puisque ça laisserait une tour active. quand même. Mais, Ça laisse la dame en prise surtout, mais contre la dame adverse. Voilà, donc ça complique un petit peu le jeu. Peut-être tour B7 peut-être. Tour B7 a l'air quand même actif puisque si les noirs acceptent l'échange, après tour prend dame, eh bien le pion D5 a des soucis. Oui, mais la tour A6 peut prendre un A2 quand même. La tour A6 peut prendre un A2, donc c'est donnant-donnant, il peut y avoir beaucoup d'échanges. La tour prendrait sur le D5. Enfin, c'est compliqué, mais je pense que c'est pas dans l'intérêt des noirs de jouer ce genre de position. C'est pour ça qu'il a Si pas ce pris pion, attention, si ce pion D5 tombe, le fou va devenir actif. Oui, c'est pour ça que c'est pas dans Parce que l'intérêt le des noirs. cavalier ne tiendra pas longtemps. Tout à fait, oui. Alors, tour C7 de Topalov. Sur dame A6, il a choisi tour C7 et non pas de jouer cette histoire Voilà. avec C5, qui était quand même une combinaison qu'il fallait calculer. Mais Topalov, bizarrement d'ailleurs, a choisi le coup le plus solide. Il veut pas encore échanger les pièces aussi. Donc quand il joue tour C7, il évite des tours B7 désagréables. Donc il évite. Mais il n'empêche pas tour B8. Il n'empêche pas tour B8. Échec. Mais Donc il y a quand même pénétration. oui, mais il a réussi à placer sa tour sur H6. Donc il peut placer son roi sur H7 tout en gardant une tour active sur la colonne H. Alors que cette tour est toujours active, c'est voilà, tout à fait. Et maintenant, joli coulon encore une fois de Kramnik. On voit qu'il a joué pas mal de coulons. Dame A3, et on voit que cette dame est allée en E2, ensuite elle est allée en A6, et maintenant elle se retrouve en A3. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour venir sur la case F8, encore un coulon, puisque tour et dame ici, il menacerait tout simplement un échec, très certainement, soit en H8, soit en G8. Il veut rentrer dans le camp des noirs. Il veut rentrer dans le camp tout simplement et commencer à faire des échecs sur le roi avec des gros soucis en perspective et beaucoup de calculs. Donc on voit très bien ici l'idée de Kramnik sur ce coup dame A3 qui paraît curieux, mais non, on vise la case F8 tout simplement. Eh bien, Topalov ne se laisse pas évidemment impressionner, et tour B7, voilà, il dit bon mais ok, si tu viens en F8, eh bien j'échange ta tour. Alors, une possibilité pour les blancs, ici, aurait été de jouer le coup tour A8 pour Kramnik. Voilà un coup possible. Là, on enlève cette possibilité d'échange de tours, et on menace toujours dame F8. Oui, tour A8, ça aurait été la solution donc utile pour... Et on fait la pression plus sur le pion A7. Voilà, pour garder les pièces, pour garder un peu plus de pièces et garder cette position sur A7. Donc bon, c'est toujours pas facile, hein, mais on a quand même un petit avantage avec les blancs, cette position après tour A8. Voilà, tour A8, ça va l'air un peu mieux. Mais là, je crois qu'on peut dire que Kramnik se trompe. Voilà. Alors, juste un petit point à préciser. Bon, tout à l'heure, j'avais expliqué une nuance entre un coup de tour et un autre. Donc là, si ça avait été l'autre coup de tour qui avait été joué... Donc cette tour ici serait oui, ici. Voilà, exactement. La tour C1 sera en C2. Donc cette petite nuance, plus tard, aura son importance. Je préfère en reparler avant de le repréciser plus tard. On va le revoir. Donc ici, dame F8. Et hein, ça semble donc un peu moins fort, puisque la tour était quand même sur la 8e rangée avec un roi qui est pas loin. Elle aurait quand même été mieux être cachée en A8, contrôlant une très belle rangée dans le camp ennemi. Mais non, Kramnik accepte l'échange de tour en jouant dame F8. Donc Topalov ne se prive pas, tour prend tour. Dame prend tour. Et maintenant, c'est là qu'on peut dire que Topalov va inverser le cours du jeu. Oui, Topalov donc, va inverser le cours du jeu dans cette position en jouant donc en essayant d'attaquer sur la colonne H et en essayant donc de... La fameuse colonne H, donc on avait dit que c'était pas facile d'attaquer, mais ça y est, Topalov a trouvé. Tout de suite maintenant, c'est possible, dame F7, et voilà, ça y est, la dame maintenant menace tout simplement de venir H5 et de faire un échec très pénible en H2. Très pénible, et encore une fois, forcé aussi, puisqu'il faut quand même qu'il... Donc toute petite imprécision de Kramnik et grosse différence.
Petite imprécision, mais pas tant que ça quand même, parce que Kramnik, là, on voit quand même qu'il a des ressources. Il a quand même des ressources. L'attaque de minorité a porté ses fruits. Le pion C6, comme on l'a indiqué, est faible. Et donc Kramnik va quand même, peut quand même laisser ce pion H2. Le pion H2, ce n'est pas la fin de la partie. C'est pas la fin, puisque le fou contrôle très bien la défense du roi. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut toujours jouer roi F1 et il n'y a pas de mat. Exactement. Voilà, ça c'est la clé de la position. Mais il faut faire attention, puisqu'il y aura quand même un cavalier échec, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc il joue Dame C8. Dans Dame cette position, C8, alors. attaquer la fameuse faiblesse. Donc très joli coup là, ici de défense, on peut dire, hein, c'est un coup d'attaque et de défense. À la fois on fait pression sur C6 avec la tour et avec la dame, et en même temps on a un œil aussi sur le pion F5. Très important, puisque ce pion F5 qui serait pris avec échec va un peu obliger les noirs de garder la dame dans le coin à la défense. Après Dame H5, Kramnik joue un très joli coup de défense, roi F1. Voilà. Très joli coup, puisque Dame prend H2 est contré tout simplement par un Dame prend F5 qui là par contre donnerait avantage au blanc. Exactement. On peut le voir d'ailleurs. Hein. Dame prend H2, évidemment. Dame prend F5 avec échec. Voilà, et là il faudrait rejouer par exemple un roi H8, voilà, tout simplement. Il y aurait au moins un perpétuel déjà. Échec, échec, échec. Donc les blancs au moins l'annulent. Au moins le perpétuel, mais Et probablement. on peut aussi peut-être prendre en E4. Avec des pièces quand même plus actives. Il faut faire attention, mais, parce qu'il y a la tour derrière aussi. Mais bon, voilà, enfin, attention, c'est compliqué. Alors, Dame H5, Roi F1, donc pour empêcher Dame prend avec échec, pour prendre le pion F5 en échange. Donc c'est un mauvais marché, puisque ce pion est quand même moins important que celui-ci. Parce que celui-ci quand même tient le cavalier au centre. Donc Topalov rentre dans une autre variante, donc, que Kramnik a calculé évidemment. Cavalier D2, échec au roi. Et là, quasiment la suite va être forcée là. On peut pas venir en G1, puisque évidemment sur roi G1, vous l'avez tous vu, il y a un mat en 1. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Dame prend H2. Échec et mat. Voilà. Évidemment, puisque le roi ne peut pas sortir à cause du cavalier ici. Hein. Donc on ne peut pas déjà revenir sur la case G1. Ensuite, Donc, il reste 2 cases, soit E2, soit E1. Et là, il ne faut pas se tromper. Faut pas se tromper, oui. Si on va en E2... Eh bien, si on va en E2, c'est le problème, on va le voir par rapport à la partie de Kramnik, c'est qu'en E2, ici, on ne permet pas au fou de se replier et d'avoir une action sur cette diagonale. On empêche le fou de jouer. Voilà, on empêche le fou de jouer, il est complètement pris ce fou, on voit bien qu'il est enfermé. Il est muselé. Il est muselé, donc il va être pris. Il risque d'être pris. Donc alors, Kramnik joue le bon coup, il joue roi E1, et là, fallait le voir. Alors, Fallait le voir, attaque le cavalier hein, quand même. Au passage. Encore une fois, un tout petit retour en arrière, on va revenir donc à cette position-là. Donc là, on vient de voir que Topalov vient de jouer cavalier D2. C'est là que la tour C2... Et c'est là où la tour C2 aurait peut-être été... si la tour avait été là, c'était plus pareil. Ouais. Exactement. Ça changeait un petit peu la situation. Mais quand même, la pression noire est forte hein, de ce côté-là. Hein. C'est quand même pas facile. Oui, mais dans ces cas-là, les noirs auraient dû faire un choix, là, peut-être. Avec la tour en C2, le cavalier ne pouvait pas venir donc, sur la case D2. Et sur la case D2. Il fallait se replier. Il aurait fallu jouer autre chose, voilà. Ouais. Se replier, c'est pas forcément la solution. Donc, cavalier D2, effectivement, est possible. Un peu la petite différence. Donc roi E1, un coup important. Et là, Topalov choisit un coup comme cavalier C4. Voilà. Le cavalier C4 qui permet de défendre le pion C6, tout simplement. Tout simplement, empêche la tour, ici, d'avoir accès au pion C6, qui maintenant est défendu par la tour contre la dame. Oui, et puis maintenant, on va essayer donc de prendre ce fameux pion H. Et puis on voit de toute façon, le problème pour les blancs, c'est que ce cavalier est plus actif que ce fou. Ce fou est un peu mort, là. Oui, là, les noirs commencent à... inverser la tendance. D'où le coup de Kramnik, fou F1, voilà, toujours. Alors je garde un pion sur le, un œil sur le pion F5, et maintenant en jouant fou F1, j'attaque le cavalier maintenant. Voilà. Maintenant le problème c'est que le roi va être un peu tout nu. Une fois que ce fou aura disparu, il ne pourra pas trop se défendre. Et le fameux roi tout nu, donc c'est vrai que le roi là va être un petit peu à découvert, mais... D'où le joli coup de Topalov. Mais bon, Topalov donc il veut que le roi soit à découvert et défend son pion F5 pour continuer l'attaque par dame prend H2. Voilà, tour F6, voilà, un petit coup, tranquille. Maintenant je protège F5 avec ma tour, donc il n'y a plus dame prend F5. Et maintenant ce pion H2 est mort. Je vais le prendre au prochain coup, quoi qu'il arrive. Voilà l'idée, évidemment, de Topalov. C'est quand même très très bien joué. Oui, ça c'est clair. Après tour F6... Très joli coup. Il force toujours Kramnik à jouer les coups les plus précis, quoi, les seuls coups même. Les seuls coups. Et maintenant, Kramnik ne se trompe pas, il prend tout simplement le cavalier. Et après, pion prend cavalier.
on reprend de la tour, et ça y est, c'est l'heure pour les noirs, dame prend H2, et là, problème maintenant pour les blancs. On voit bien que les blancs maintenant, c'est eux qui sont passés en défense, puisque ce roi ici est quand même mieux protégé que celui-ci, qui est quand même en plein courant d'air. On voit bien qu'il n'a pas beaucoup de pions autour de lui pour le protéger. Il y a la dame qui va commencer à faire des échecs, soit en G1, soit même plutôt en H1. Et on voit bien qu'il y a un problème sur les cases blanches. Voilà. Donc il y a un souci. Mais de notre côté, bon, les blancs ont quand même la possibilité de tenir, puisque de leur côté, les noirs doivent garder leur tour à la défense du pion F5. Voilà. Oui. Donc et cette tour est passive. Donc une dame simplement pour attaquer un roi, ça ne suffit pas pour gagner. A noter qu'une erreur pour les blancs serait simplement de jouer le coup tour prend pion, qui a l'air bon, parce que je gagne un pion. À cause de la fourchette en H1. À cause de la fourchette, effectivement. Dame, échec. Voilà. Échec au roi, il faut parer l'échec. Et il y a aussi la tour qui est en prise de la dame. Alors, dame prend H2. Donc là, Kramnik ne se trompe pas. Il ne prend pas le pion, évidemment. Alors que, oui. Non, il y a simplement en régie des petits bruits qui nous dérangent. C'était quoi, ça, ces bruits? C'est bruit? Non, je ne sais pas trop. Il faudrait demander à Séverine. Donc on verra ça plus tard. Alors donc ici, roi E2. Voilà, logique. On a l'impression d'être à l'alcool ici. Ça gribouille dans tous les sens. Alors, roi E2. Donc la logique. Donc roi E2, un coup prophylactique qui évite l'échec. On évite l'échec, ouais, tout simplement. Dame H1 quand même. On protège C6. Et en même temps, on va venir en F3 faire un échec. Tour C5. Et là, Topalov peut prendre la nulle, probablement, avec dame F3, puisqu'il faut garder le contact avec le pion F2. Oui, mais il va quand même essayer. Mais il va quand même essayer de gagner. Alors on va voir la suite quand même. Bah, dame F1. Dame B1, pardon. Oui, il se rapproche. Menace, dame prend A2. Il veut prendre le pion A2, il faut le défendre, parce que sinon ça fait un pion de plus. Et il défend son pion F5. Et en même temps, effectivement, tout à fait, il défend son pion F5, donc il va pouvoir libérer sa tour pour venir mater le roi. Alors, encore une fois, une fourchette importante, c'est que si les blancs prennent le pion C6 après dame B1, donc dans cette position, il y aurait pas encore, peut-être pas encore dame B5 échec. Non, mais il y aura tout simplement dame prend A2. On peut prendre le pion d'abord, oui. On peut prendre le pion d'abord et après jouer le coup dame B5. Donc, tour, on revient avec les blancs dans ce cas-là. Mais il y a le problème du roi qui est en l'air. Hein. Mais ça aurait été possible, oui. Ça semble tout à fait possible pour les blancs de prendre ce pion. Mais Kramnik a choisi une autre variante. Il a choisi... Il ne veut pas donner à Topalov la moindre chance de passer son pion A. Peut-être il avait peur de ce pion. Enfin, personnellement, donc, après le coup tour prend C6, dame B5 est quand même très dangereux. Parce qu'on est obligé de jouer tour C4. Dame B5 échec, évidemment, ça attaque la tour. Mais on peut revenir en défense avec la tour. On peut revenir en défense, mais il faut quand même trouver des coups après le coup tour A6. Voilà. Tour A6. Parce que la tour C4 est clouée. La tour est clouée. On menace tour prend A2 suivi d'un mat. Voilà. Et la dame protège le pion F5 toujours. Très important. Exactement. Donc là, comment parer ça? Eh bien, tout simplement, il faudrait empêcher l'échec. Je pense qu'il faut provoquer, il faut jouer un coup comme dame C5 dans cette position. Il faut jouer un coup comme dame C5. Mais dame C5, Jean-Luc, il va y avoir tour prend A2 échec. Il va y avoir tour prend A2. Suivi d'une pénétration de la dame noire. Oui, mais dans ces cas-là, on pourra prendre le pion F5. Alors, voyons ça. Dame C5. Non, ça serait une erreur. Tour prend A2, roi F1 maintenant. Tour prend A2 échec, roi F1. Et maintenant, on pourrait faire tour échec, profitant du fait que la tour est clouée. Roi G2. Roi G2 ou roi E2? Parce que sur roi G2, Jean-Luc, j'ai peur. On va voir. Roi G2. Et il y aurait encore un échec ici. C'est compliqué quand même. Non, c'est compliqué, mais il y a surtout dame B1 qui est désagréable. Dame B1 qui forcerait peut-être un sacrifice. Attention, ça serait peut-être mat, parce que échec, l'idée c'est que sur dame C6, Jean-Luc, oui, on n'attaque plus le pion F5. Et donc maintenant, dame B1, et voilà, le roi est au piège. Exactement. Ouais. Il y a mat. Imparable, parce qu'il n'y a plus le petit échec qui sauvait la baraque. Donc très attention, il faut faire très attention. Donc il ne peut pas prendre le pion. Voilà, il ne faut pas prendre le pion, c'est vraiment dangereux. Et il doit donc jouer dame A6. Et donc il joue, effectivement, dame A6, notre ami Kramnik, protégeant le pion A2. Mais ça fait peur, parce que la dame en C8 était bien placée, elle attaquait F5, et la dame est obligée de faire un retrait. On va voir que Kramnik a tout vu, il n'a pas peur. On va voir qu'après, dame B2 échec, roi F1. Topalov n'a pas d'autre choix que de faire des échecs. Dame B1 échec, roi E2. Dame B2 échec, roi F1. Kramnik propose nul, mais non. Topalov veut encore essayer de gagner. Tour H6. Attention, il menace de venir en H1, voire même en H2. Avec la dame ici, pour menacer un mat.
Donc il donne le pion F5, mais encore une fois une fourchette, toujours des fourchettes. Sur tour point F5, il y a tout simplement Dame B1, échec. Ouais, sur tour point F5, évidemment, il y a Dame B1, échec. Non, puis il y a des menaces de mat, surtout Jean-Luc, il faut faire attention. Donc en fait, Kramnik joue Dame D3, voilà. Il ne laisse pas au noir le temps de jouer tour H2, puisque dans ce cas-là, il y aurait Dame prend F5 avec un échec perpétuel, tout simplement, sur le roi ennemi. Donc, Topalov essaie encore de... Couvre les cases blanches avec Dame D3. Il joue G6. Il joue G6, Topalov. Maintenant, il n'y a plus le F5, donc il y a une menace. Il y a une menace de tour H2 ou de tour H1 avec une pénétration de la dame ensuite sur la case A1 et un mat rapide. Mais Kramnik, évidemment, empêche ça. Il joue Dame B3, propose un échange de dames. Et après, ici, Topalov aurait pu jouer, par exemple, Dame A1, échec, mais dans ce cas-là, Kramnik serait venu sur la case E2. Tout simplement. Et la Dame B3 qui propose évidemment un échange, mais qui menace aussi Dame F7. Qui menace de faire des échecs au roi, donc il n'a pas le choix. Donc les deux camps sont quand même assez dégarnis. Donc voilà. Là, on peut dire que Topalov fait une combinaison de nuls. Voilà, Topalov se prépare pour les matchs de départage. Voilà, on va voir ça. Très jolie combinaison de nuls quand même. Tour H1, donc il ne propose pas nul, il l'impose. Il l'impose, voilà. Donc ça, c'est la technique de Topalov. Tour échec, il n'y a pas le choix. On joue jusqu'au bout. Un seul coup, roi G2, et maintenant on sacrifie la tour tout simplement, avec tour H2 échec. Donc un joli sacrifice de tour. Il faut évidemment prendre la tour, on n'a pas le choix. Voilà. Parce que si le roi bouge, c'est Dame prend F2, échec et mat. Le fameux baiser de la mort. Le fameux baiser de la mort, décidément. Roi prend H2, et maintenant c'est nul, avec Dame prend F2, échec au roi, roi H1, et échec perpétuel avec Dame F1. Voilà, Dame F1, Roi H2, Dame F2. On va répéter 3 fois la position. Très jolie attaque-défense dans cette partie. Hein. Oui, très jolie attaque-défense. Un match, un match qui se termine par une égalité, donc 6 partout. Alors avec cette fameuse partie par forfait quand même. Avec cette fameuse partie par forfait, un échec perpétuel à la fin pour montrer quand même le bras de fer, quoi, la polémique, le bras de fer, les boxeurs finalement, ces deux combattants de l'échiquier. Et donc là, les pronostics maintenant pour le départage, c'est vraiment tendu, quoi. Ça va vraiment être très chaud. C'est vraiment tendu. La FIDE n'a pas répondu à la réclamation de Kramnik de faire rejouer cette 5e partie. Donc, je crois que pour la FIDE, la solution, ce serait que Kramnik gagne. La seule solution maintenant, c'est que Kramnik gagne si on veut avoir un champion du monde incontestable. Parce que si Exactement. Topalov l'emporte au départage, il y aura toujours ce problème de 5e partie. Et alors, ça ne va pas résoudre le problème de l'unification du titre mondial. Bon, on va voir la suite. Est-ce que Topalov va réussir à gagner et on va avoir encore des soucis pendant des années avant que la réunification soit claire et nette. Mais en attendant, il y a encore des matchs de départage. Kramnik peut encore l'emporter. Ce qui là, par contre, mettrait tout le monde d'accord. Je pense que là, on sera d'accord. Oui, là, c'est clair que si Kramnik gagne, c'est vrai qu'il a eu 2 ans de passage à vide les 2 dernières années, mais il s'est préparé pour ce match. Il est en forme. Et à noter quand même Kramnik a battu Kasparov. Ça fera un beau champion. Qu'il a tenu face à l'écho, même si c'était un peu de justesse, mais il a tenu. Il n'y a pas eu de problème de règles et de. Non, c'est vrai. Etc. Et que là, s'il bat Topalov, en plus, même s'il gagne au départage Kramnik, même dans le match, il aura gagné, puisqu'il mène 6-5 en fait, sur l'échiquier, on peut dire. Oui, c'est vraiment... Et avec une partie avec les blancs qu'on lui a enlevé. Non, ce serait mérité, oui. Bon, enfin, on n'en est pas là. Mais en tout cas, voilà, très gros match terminant sur ce score égal avec une partie par forfait accordée à Topalov. Très gros match, des départages qui s'annoncent tout à fait tendus, en partie rapide. Eh bien, ça fera l'objet de notre prochaine émission. Qui sera champion du monde unifié? Topalov avec un problème de légitimité, du coup, dû à cette 5e partie, ou Kramnik, champion du monde incontestable. Eh bien, on verra ça lors de la prochaine émission. Merci Jean-Luc. Merci Stéphane. À bientôt. Et à bientôt.